Je voudrais vous livrer la quintessence de ma conception de l'affaire Bukangalozo, parce que depuis que beaucoup ont commencé à parler sur ce projet, je n'ai jamais tenu de point de presse. Je n'ai jamais expliqué par allocution, par présentation, ce que c'est le projet Bukangalozo, parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Mais face à la flambée des interventions des uns des autres, et souvent des interventions mal ficelées, des interventions ne disant pas la vérité, nous avons été obligés d'intervenir parce que le mensonge, à force d'être répété, sans une intervention, la vérité peut paraître comme une vérité. Et c'est ce que je pense, pour commencer mon intervention, je dirais, peu importe les temps ou les circonstances, la vérité ne s'évanouit jamais. Pendant que j'étais Premier ministre, plusieurs membres de mon parti, le PPRD, et plusieurs autres membres du FCC ont cherché par tous les moyens à m'éjecter de ce poste de Premier ministre que j'occupais. Mais pour y arriver, il fallait trouver des voies et moyens. Et l'un de ces moyens, c'était de pouvoir monter des dossiers, et parmi lesquels les dossiers de Bukangalozo, soit disant que le projet n'était pas pertinent, soit disant que les sols n'étaient pas appropriés, ou alors qu'il y avait une mauvaise gouvernance dans ce projet. Et juste après ma démission de la primature, à fin décembre 2016, une campagne systématique a été instrumentalisée justement pour saboter ce projet. Face à la persistance et à l'amplification des fausses rumeurs autour de ces projets, j'avais pris l'initiative d'écrire à l'inspection générale des finances pour que la lumière soit établie sur ces dossiers. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, il était anormal que depuis des années, des rumeurs sur le détournement des fonds des Bukangalozo persistent et que personne ne puisse demander qu'une enquête soit faite et que des audits soient faits. Parce que tout le monde qui commanditait ces rumeurs, tout le monde qui commanditait ces faussetés, savait que le principal incriminé n'en était pas responsable. Et donc, il était inutile de pouvoir initier un audit ou une enquête de quelque nature que ce soit. Suite à ma lettre, et pour votre information, dans cette lettre-là, j'ai demandé que l'audit ne soit pas fait uniquement sur le projet de Bukangalozo, mais que l'audit soit fait sur tous les projets qui ont été exécutés sous ma responsabilité directe ou indirecte depuis 2003, quand j'étais directeur général du BSECO, en passant par le ministère des Finances, parce que j'y ai été ministre, et à la primature, où j'étais Premier ministre. Pourquoi? Parce que je sais que ce dossier de Bukangalozo va finir et il sera démontré que je n'ai pas été impliqué ni directement ni indirectement dans la mauvaise gouvernance, mais que demain après-demain, on va encore sortir d'autres dossiers. Et voilà, les bâtiments intelligents, l'aérogare international de Kinshasa, les écoles, les stades municipaux,
parce que c'est la seule période où il y a eu un Premier ministre, où il y a eu beaucoup de réalisations, mais alors ils savent que nous allons toujours piocher là-dedans. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'audit complet soit fait pour que la communauté nationale et internationale soit informée si effectivement il y a eu détournement ou pas. L'IGF, effectivement, a accepté de faire l'audit. Et après l'audit, l'IGF m'a envoyé une feuille d'observation pour pouvoir demander les détails sur certaines questions et finaliser les rapports. Et j'ai répondu en donnant toutes les informations demandées par l'inspection générale des finances. C'était par ma lettre du 25 novembre 2020. Vous aurez tous ces détails sous pluie qui vous sera remis juste après ce point de presse. Le 3 décembre 2020, l'IGF nous envoie un rapport, une note synthèse du rapport d'audit concernant la partie relative à M. Matata. Je réponds à l'IGF pour dire c'est moi qui ai demandé l'audit sur Boukangamoki. Conformément aux règles d'usage, vous m'avez envoyé une feuille d'observation pour que je réponde aux interrogations irrélatives. Et j'y ai répondu. La règle internationale en termes d'audit recommande en ce que lorsque le rapport provisoire est établi, qu'on l'envoie à l'audité et que l'audité puisse donner ses avis. Et ceci n'oblige pas l'auditeur à pouvoir absolument prendre en compte les observations de l'audité. Mais, comme vous le savez, nous avons été tous surpris par la presse en voyant les responsables de l'IGF donner les principales conclusions de l'audit à la presse. Moi-même, je l'ai aussi appris par la presse. J'ai demandé par téléphone à l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alimite, qui a eu le plaisir de me prendre au téléphone le même jour. J'ai dit, je viens de suivre par la presse que vous avez envoyé des rapports d'audit à la justice. Mais moi qui ai commandé ces rapports, je n'ai pas reçu des copies. Et il me dira, demain, on vous enverra les rapports. Demain, on vous enverra les rapports. J'ai attendu pendant une semaine, je n'ai pas eu de rapport, en dépit de la confirmation de l'inspecteur général des finances. Et j'ai écrit une lettre pour dire, Monsieur l'inspecteur général des finances, vous nous avez promis les rapports, nous ne l'avons pas reçu, cela fait une semaine. Est-ce que vous pouvez nous envoyer ces rapports? En lieu et place du rapport, l'inspecteur général des finances nous enverra une note synthèse du rapport d'audit concernant la partie du Premier ministre honoraire. J'ai dit bien une note synthèse, parce que vous êtes des professionnels, vous savez ce que c'est la différence entre une note de synthèse et le rapport. Curieusement, nous avons vu, toujours par la presse, un communiqué officiel de l'IGF indiquant que l'IGF a envoyé à l'ancien Premier ministre le rapport de la partie le concernant. Vous aurez une copie de cette note synthèse que l'inspecteur général des finances nous a envoyée
Et il vous reviendra de faire la différence, parce que le français n'est pas notre langue, entre ce que ça veut dire notre synthèse du rapport et le rapport. Et ça, je vous laisse à vous, les professionnels. Certains d'entre vous ont certainement fait la section littéraire. Moi, j'ai fait la section commerciale. Donc, je suis mieux outillé pour savoir la différence entre une note synthèse du rapport et le rapport. J'ai reçu la note synthèse. J'ai écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, vous m'avez envoyé une note synthèse et j'ai plutôt demandé les rapports. La réponse, silence radio. Mais pendant ces temps, beaucoup d'interviews sur la presse pour évoquer les questions de détournement. Je pense qu'il était important qu'on puisse réagir, étant donné que, comme je l'ai dit d'emblée, que le mensonge, à force d'être répété, il devient une réalité. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, tout au long de cette enquête d'audit, certaines personnes qui échangeaient avec les inspecteurs chargés d'enquêter, ces inspecteurs disaient « Ah, mais vous savez, ce dossier, c'est un dossier politique. » Est-ce que, chers amis de la presse, distingués invités, l'inspection générale des finances a-t-elle une mission d'audit politique? Parce que les inspections de cet audit sont effectivement politiques. L'intervention, mesdames et messieurs de la presse, consiste à démontrer, sur base de faits, quelles sont les insuffisances techniques de cet audit. Insuffisance numéro 1. Vous aurez, comme je vous l'ai promis, la note synthèse globale de l'IGF. Vous l'aurez. Mais ici, j'essaie de démontrer, point par point, les insuffisances techniques et professionnelles de ces conclusions. L'IGF affirme qu'il n'existe pas d'étude de faisabilité proprement dite sur le parc agronomique. Il est très étonnant, mes chers amis, que l'IGF, à qui on a remis tous ces documents, arrive à une contre-vérité. D'abord, je voudrais partager avec vous, je sais que vous le savez bien, quelle est la définition d'une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité dans la gestion des projets dénote une étude ou une série d'études dont l'objet principal est de vérifier que le projet à mettre en œuvre serait techniquement faisable et économiquement viable. En général, une étude de faisabilité comprend les principaux volets suivants: études techniques, études commerciales, études économiques, études juridiques et études d'organisation. Mesdames et messieurs de la presse, voilà devant vous 7 études qui ont été faites pour préparer le parc de Bougainville. 7. Je vous fais grâce des autres études, mais je vous signale qu'il y a 2 études principales, parce qu'il s'agit d'un projet agricole. L'étude principale, c'est l'étude de sol. Et l'étude suivante, c'est l'étude financière. Si vous regardez très bien, vous allez voir au point 2 l'analyse détaillée du sol. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'une telle analyse ait été faite. La première fois. Et quand vous regardez au point 4, il y a l'analyse financière qui a été faite par KPMG. Mais, comme vous l'avez vu, le GF dit qu'il n'y a pas eu d'étude sur cette page. Donc, il advient que la conclusion, d'après laquelle la conception du projet de gouvernance était bâclée, semble être d'une part une accusation fausse, précipitée et sans fondement, et d'autre part un argument alimenté par un raccourci avec des mobiles externes
au dossier. Et donc, c'est une conclusion politique face à une vérité technique irréfutable. Insuffisance numéro 2. Les non-respects des procédures relatives à la passation de marché public qui seraient à la base de toutes les difficultés dans la programmation et la réalisation de ces projets. Ici encore, mesdames et messieurs, distinguez la presse. L'IGF répond des propos que l'on diffuse régulièrement dans les réseaux sociaux. Mais il faut considérer certains faits importants ci-après. Le principe des gré à gré que nous avons utilisé pour recruter l'entreprise était justifié par le fait suivant. 1. La mise en œuvre d'un concept de parc agro-industriel nécessitait une entité disposant des compétences non seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine des constructions et des équipements agro-industriels. Le parc agro-industriel de Ouagadougou nécessitait qu'on érige des routes, qu'on construise des maisons, qu'on construise des écoles, qu'on construise des hôpitaux, qu'on monte les industries, qu'on canalise des eaux, parce qu'il devait y avoir irrigation. Et tout ça, mesdames et messieurs de la presse, il s'agissait d'une entreprise multisectorielle qui devait être recrutée pour implanter, non pas une ferme agricole à la manière dont tout le monde pense dans notre pays, mais l'installation d'une ville agro-industrielle dont la dimension devait être un peu plus de 8 fois la ville de Paris. Mesdames et messieurs, est-ce que les gens comprennent ce qu'était la grandeur de ce projet? 2. L'expérience similaire s'est soldée par un échec lorsqu'on a lancé l'appel d'offres pour pouvoir recruter une entreprise qui devait relancer les activités de l'AIPM. Troisièmement, les gestionnaires Africom qu'on recrutait étaient très intéressés parce qu'ils avaient déjà une activité dans la construction d'une industrie des engrais chimiques dans le Congo central, particulièrement à Goma. Et à l'époque, c'était notre élément important, Africom, qui avait déjà 3 ans d'âge, donc ce n'était pas une jeune entreprise, qui a été fabriquée dans les règles internationales, l'expérience minimum de 3 ans est requise. Et Africom avait 3 ans d'âge et comportait en elle-même près de 15 entreprises multisectorielles. Vous le savez aussi, ça c'était notre argument, le secteur agricole, c'est un secteur prioritaire et sécuritaire. Mesdames et messieurs distingués de la presse, l'agriculture, c'est un domaine de sécurité nationale. Il y avait aussi l'urgence, la complexité et la particularité du marché qui faisait que les gré à gré pouvaient prendre la compétition du marché, l'appel d'offres pouvait prendre suffisamment du temps. In fine, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un cas précis qui a été expérimenté par une procédure d'appel d'offres par une institution aussi sérieuse que la Banque mondiale pour le développement d'un parc industriel de Nkunji dans la vallée de Luala à Luozi, dans le Congo central. Ça a pris 3 ans pour qu'on puisse, au terme de 3 ans, obtenir juste une étude. Et je pense qu'on ne pouvait pas attendre 3 ans pour monter un parc agro-industriel de cette nature. Là aussi, on peut les comprendre qu'il s'agit plutôt d'une conclusion politique face aux exigences techniques évidentes qui exigeaient les gré à gré tels que je viens de vous le démontrer.
Et faut-il souligner, mesdames et messieurs la presse, distingués invités, le gré à gré est aussi une procédure reconnue comme un mode de passation des marchés lorsque les conditions l'exigent. Deuxième fait, à propos du choix des Africains. Ici, je voudrais dire qu'il y a une équipe multisectorielle composée des experts du ministère du portefeuille, des finances, de l'agriculture et de la primature qui ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud pour pouvoir enquêter sur les capacités techniques et financières de l'entreprise Africom et s'assurer qu'elle était à mesure de pouvoir accomplir la tâche. Les ministres du portefeuille, les ministres des Finances, les ministres de l'Agriculture ont désigné des experts qui, avec ceux de la primature, ont fait le déplacement à l'Afrique du Sud pour s'assurer des compétences techniques et financières de cette entreprise. Ces experts, comme vous pouvez vous l'imaginer, ont été désignés en bonne et due forme par les responsables de ces ministères. Et il devient anormal de pouvoir dire que les ministères sectoriels, si cités, n'étaient pas impliqués. Parce que personne ne peut désigner un expert sans avoir été informé de la pertinence du projet. À propos du contrat lui-même, qui a été signé par Africa, c'est le fait numéro 3. Nous avons demandé à ce qu'Africom soit recruté pour effectivement des raisons d'efficacité, des raisons d'efficience et des raisons de bonne gouvernance. Et l'Africom a signé un contrat à bonne et due forme. Et il était de nos prérogatives de veiller à ce que ces contrats puissent être exécutés de manière tout à fait rationnelle. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'un audit externe soit fait afin que les comptes de gestion financière de ce projet soient conformes à la bonne gouvernance. C'est depuis 2014 que par mon instruction personnelle, le processus de recrutement d'un cabinet international, en l'occurrence Ernst Young, le processus a été lancé et Ernst Young a été recruté en 2014 au cours de la même année que le projet a été lancé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez me donner raison pourquoi je n'ai pas recouru à une structure publique. Parce que si c'était une structure publique, vous vous rendez compte dans quelle situation nous nous trouverions. Parce que lorsque Ernst Young audite ce projet, il n'y a pas eu de folklore. Et le résultat d'Ernst Young était clair. Nulle part on a cité la primature et encore moins le Premier ministre. Peut-on dire que l'inspection générale des finances est mieux outillée qu'une structure comme KPMG qui fait partie des 5 grandes entreprises d'audit internationales? Le Big Five, comme on le dit en termes spécialisés dans les domaines des finances publiques, conduit à une responsabilité intellectuelle dont les contours et la teneur demeurent occultes et très flous. L'IGF ne précise pas ce que nous renseignent les contrats signés entre Africom et le gouvernement. Je l'ai dit ici, l'Africom a signé un contrat avec le gouvernement congolais. C'était en février 2014. Notez très bien, ce contrat a été signé en février 2014 entre, d'une part, Africom
et 4 ministres, les ministres de l'Agriculture, le ministre des Finances, le ministre du Portefeuille et le ministre de l'Industrie. Le Premier ministre n'est ni signataire, ni organisateur de la manifestation des signatures. Il n'a même pas paraphé les contrats. Mesdames et messieurs distingués de la presse, lorsque 4 ministres signent un contrat sans signature du Premier ministre, et ce contrat dit l'entreprise Africom est le responsable de la gestion technique et financière du projet. Où est la responsabilité du Premier ministre? Qu'on cherche par tous les moyens à retrouver dans les documents. Là encore, il s'agit d'une conclusion totalement politique, déconnectée de la réalité. Je pense que l'inspecteur général des finances, qui à l'époque était le conseiller technique spécial du Premier ministre Tchibala, est à mesure de nous dire quand est-ce que le projet Bukangalozo s'est arrêté. Il était à la primature comme conseiller. Parce que jusqu'en décembre 2016, le projet continuait à fonctionner. Insuffisance numéro 4. Ça se trouve dans les documents qui vous sera remis. Le Premier ministre honoraire intervenait tout au long du cycle de vie du projet, tout au moins à travers le fait que le bureau du Premier ministre honoraire était le centre de gestion et d'engagement de toutes les dépenses du projet, directement ou indirectement, à travers les ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des Finances qui dépendait totalement. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais ici évoquer quelques faits importants. Le projet a été lancé en juillet 2014 et 5 mois après, le ministre des Finances, qui était ministre des Finances délégué, est parti. Il y a eu remaniement, le ministre des Finances délégué est parti. En 2015 à 2016, il y avait un ministre des Finances full. Et les dépenses qui étaient exécutées par le ministre des Finances délégué représentent 30% des dépenses jusqu'à fin décembre 2016. Quelle est la cohérence de cette argumentation? Vous pouvez vous-même entrer les conclusions. Et le tableau qui est là vous montre non seulement que le ministre des Finances délégué était parti à fin décembre 2014, alors que les premiers paiements sont intervenus vers juillet 2014, mais il y a eu beaucoup de ministres qui sont restés jusqu'à fin décembre 2016. Mais le ministre des Finances est parti. Et je dois vous signaler, en passant, que le ministre des Finances délégué, le ministre Kitebi, est l'un des meilleurs ministres des Finances du point de vue intégrité que ce pays ait jamais connu. Quand il quitte les fonctions en décembre 2014, le Fonds monétaire international me pose la question: pourquoi vous pouvez faire partie un tel ministre aussi compétent, aussi intègre? Je réponds au Fonds monétaire international que ce n'est pas de ma compétence de nommer ou de faire partir un ministre. Je peux proposer. Fait numéro 2. Sur base de quel matériel l'IGF se permet de qualifier le bureau du Premier ministre honoraire des centres de gestion? Mes chers amis, je viens de vous démontrer ici qu'il y a eu un contrat qui a été signé entre le gouvernement, représenté par 4 ministres compétents, et l'entreprise Africom. Et donc ce contrat, dont copie vous sera remis, il est dit que l'entreprise a l'obligation de la gestion du projet conformément aux règles de l'art. Je parle aux professionnels comme vous ici. Donc, l'entreprise avait la responsabilité technique et financière du projet. Aucun dollar n'est passé par la primature. Aucun. L'inspection générale des finances l'a prouvé. Et la documentation vous sera remise. Mais lorsque l'inspection générale des finances conclut que la
primature était le centre de gestion. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre quelque chose. L'inspection générale des finances dit aussi que la primature était le centre d'ordonnancement. C'est inimaginable. Parce que l'entreprise avait un plan de décaissement. L'entreprise avait la responsabilité tout entière de la gestion des fonds qui lui étaient destinés. Mais, curieusement, on dit que la primature était le centre d'ordonnancement. Si il y a eu, pour une raison ou une autre, quelques dépenses que nous avons rappelées au ministre des Finances, qui étaient urgentes, et qui ne pouvaient même pas représenter plus de 5%, le français, nous l'avons tous étudié ici, même si ce n'est pas notre langue. Lorsque, et cela relève de notre compétence, le Premier ministre rappelle au ministère des Finances, au ministère du Budget, ou de l'Agriculture, que voilà, il y a des dépenses qui doivent être faites dans le cadre du projet, étant donné l'importance de ce projet, et cela n'a pas représenté plus de 5%, peut-on déduire, même si le français n'est pas notre langue, que la primature était un centre d'ordonnancement. Je ne veux pas reprendre ici la définition du terme ordonnancement, parce que je sais que vous le savez. Donc, les paiements n'étaient ni ordonnés, ni effectués par la primature. Et, mesdames et messieurs, distingués invités, laissez-moi vous répéter, et c'est le fait 4, que dans la conception de notre éthique de gestion, et conformément à nos exigences hautement strictes en matière de gouvernance, que vous connaissez, parce que vous étiez dans ce même pays, il nous était inconcevable d'instituer la primature comme un centre de gestion. C'est inimaginable. Et laissez-moi vous dire, et sur le fait simple, si j'ai exigé dans mon gouvernement, qui est ministre des Finances délégué, ce n'était pas pour me traduire en un ministre des Finances, non. Vous le savez tous ici que le ministère des Finances est un ministère sensible. Avant que moi je ne sois ministre des Finances, mon prédécesseur, on l'appelait M. 30%, vous le savez. Les jours que moi, j'ai été nommé ministre des Finances, RFI a dit que M. 30% vient d'être débarqué au profit du ministre des Finances Matata. Vous le savez. Et vous le savez très bien que ce ministère que j'ai géré pendant 26 mois, c'est la seule année où le ministère des Finances, dans la seule période où le ministère des Finances a réalisé des performances exceptionnelles. En 5 mois, nous avons atteint le point d'achèvement qui n'a pas été atteint pendant 7 mois et qui a permis aux Congolaises et Congolais de bénéficier d'un effacement de près de 10 milliards de dollars américains. Le point d'achèvement qui était appelé par les députés comme un serpent de mer qui ne pouvait pas être attrapé pendant 7 ans et que nous avons attrapé en 6 mois. Et c'est sur base de ça que j'avais demandé au président de la République de l'époque que je voudrais avoir un ministre des Finances délégué pour m'assurer que la bonne gouvernance sera appliquée comme on avait le fait. Mais je ne savais pas que les conseillers, que le ministre des Finances pourrait être un de mes conseillers. Et cela a été, et je vous l'ai dit, c'était le ministre des Finances qui était dit, l'un des meilleurs ministres des Finances que ce pays ait jamais connu, jusqu'à aujourd'hui. Il est président délégué général d'FPI, et vous savez que depuis qu'il est là, l'FPI réalise des performances exceptionnelles. Fait 6. Je voudrais ici souligner le fait que nous avons recommandé à ce que l'audit de tous les fonds qui étaient alloués à Bangalore soit fait.
Après mon départ, mesdames et messieurs je voudrais vous poser la question, combien d'audits ont été accomplis? Parce que pendant que j'étais là, il y a eu plusieurs audits. Donc, quand on regarde très bien, mesdames et messieurs de la presse, c'est toujours des conclusions politiques qui n'ont rien à voir avec les réalités techniques. L'insuffisance numéro 5, de bac des Boukanganos, un terme qui a été inventé par l'IGF. Est-ce qu'on peut au moins se rappeler que c'est en 2014, vers juillet 2014, que le premier paiement commence à se réaliser dans le projet de déploiement. Et le projet était fonctionnel jusqu'à fin décembre 2016, quand on quitte le gouvernement. Alors, le débat est d'intervenir quand? Est-ce que quand le projet fonctionnait ou quand le projet ne fonctionnait plus? Je sais que le français n'est pas notre langue maternelle. Mais on peut quand même se poser la question, quand est-ce que le projet a connu l'interruption? Selon l'enquête qui a été menée de manière indépendante par 4 journalistes professionnels, que vous connaissez parce qu'ils sont vos collègues, même s'ils ont été très critiqués par l'inspection générale des finances, et les journalistes qui ont été sur le terrain disent qu'ils ont trouvé de centaines, s'il vous plaît, de centaines de conteneurs fermés et non ouverts. Donc l'instruction était, dès qu'il part, vous arrêtez tout. Et nous allons dire que c'est lui le responsable. Avant notre départ, il y a une série de réalisations qui peut être défilée devant vous pour voir que le projet a fonctionné. Dans cette ville de Kinshasa, les gens ont bénéficié des produits des Boukanganos. Je pense que l'inspecteur général des finances actuel, qui était effectivement conseiller du premier Chibala, est à mesure d'éclairer la presse sur cette question. L'insuffisance numéro 6. La fameuse note de synthèse du rapport dit qu'il y a une société écran par laquelle certaines personnes ou certaines autorités se faisaient rémunérer. Moi, je pense sur cette question, c'est plus facile. S'il y a une société écran, l'IGF n'a qu'à dire de quelle société s'agit-il. S'il y a eu un compte secret par lequel les fonds publics étaient canalisés et logés, mesdames et messieurs de la presse, je crois que les domaines des finances publiques, c'est les domaines les plus traçables possibles. Il est important que l'IGF nous dise qui a ouvert ces comptes. Qui a ouvert ces comptes? Parce qu'on n'ouvre pas un compte comme on va dans un marché. Quand on est dans une banque, il y a des formulaires qu'on doit remplir pour ouvrir un compte. Deuxièmement, une fois qu'on a ouvert le compte, il doit y avoir un propriétaire de ce compte. Troisièmement, il doit y avoir la signature de décaissement des fonds ou de transfert des fonds. Et enfin, les bénéficiaires. Mesdames et messieurs de la presse, pouvez-vous aussi demander à l'inspecteur général des finances de venir faire un point de presse dont l'objectif sera principalement de vous donner le fameux numéro de compte, le montant qui a séjourné et le débit au profit de qui? Je crois que la conférence de presse pourrait être courte, même de 3-4 minutes, parce que l'information sera donnée. C'est dont le peuple congolais a besoin de savoir. Ce compte-là, quel est le numéro de ce compte? Est-ce un numéro de 2 chiffres, de 4 chiffres ou de 10 chiffres? Et dans quelle banque? Et il ne s'agit pas
d'amener Interpol se trouve ici à Kinshasa. L'IGF dépend de la présidence de la République. On n'a qu'à demander à Interpol de donner tous les mouvements du compte dont le numéro aura été donné par l'IGF. C'est si facile. Ça ne nécessite pas une conférence de presse pour dire voilà, les fonds étaient détournés. Non! Il s'agit de donner le numéro du compte, les montants qui y sont séjournés et qui en sont les bénéficiaires. Insuffisance numéro 6, mesdames et messieurs la presse. Surfacturation. 7, voilà. Surfacturation. Mais là aussi, s'il y a surfacturation, mais quelle est la responsabilité du Premier ministre Matata? Mesdames et messieurs la presse, la surfacturation, ça n'a pas été trouvé par l'UGF, même si l'UGF fait en fait sensation. Ernest Young, un cabinet de réputation internationale, a établi son rapport, n'a jamais fait de point de presse, et là-dedans, il est dit qu'il y a une surfacturation. Eh bien, imaginez-vous que l'UGF n'a jamais parlé de la primature, et encore moins du Premier ministre, parce que, selon les règles de l'art, n'est responsable de la surfacturation qu'elle est responsable de l'achat et de paiement. Et le contrat qu'a signé l'entreprise africaine et l'État congolais, représenté par 4 ministres, il est dit que l'entreprise est responsable à la fois de la gestion financière et de la gestion technique, donc y compris des achats. Et il n'y a qu'une entreprise africaine qui effectuait tous les achats. Faut-il une conférence de presse pour dire qu'il y a une surfacturation, au lieu de demander à l'entreprise démontrez-nous comment vous avez surfacturé et donnez-nous les surplus. Ça ne demande pas un point de presse, c'est sensationnel. Et ça ne demande pas des insinuations. Mesdames et messieurs de la presse, je vous donne un exemple. Vous remettez $100 à quelqu'un pour qu'il vous achète un bic ou, je ne sais pas, un document. Ce document coûtait $50. Lui, il vous présente la facture de $100. Mais en quoi vous qui avez donné $100, vous êtes responsable? C'est quand même de la folie qu'on vienne dire que vous qui avez donné $100, vous avez surfacturé. Alors que la personne qui a acheté, on ne veut même pas parler d'elle. L'entreprise africaine, s'il y a surfacturation, elle est la seule responsable de la surfacturation. Et le gouvernement congolais n'a qu'à demander à l'entreprise africaine pourquoi avez-vous surfacturé? Et c'est à l'entreprise africaine de dire mais oui, j'ai facturé parce que je devais faire des rétro-commissions, des rétro-sessions. Et les personnes à qui elle a remis ces fonds devront se justifier. Et donc, quand on regarde bien ces conclusions, on comprend qu'à tout prix, chaque démarche de l'IGF a comme objectif d'atterrir sur la primature. C'est le seul aéroport qu'on a trouvé dans ce processus d'audit à l'IGF. Même en cas de catastrophe, il faut toujours atterrir à la primature. Comme on peut le constater, c'est une conclusion toujours politique. Insuffisance numéro 8. Les ministres de l'Industrie et celui des Affaires foncières, représentant les ministères de l'Agriculture et de l'Institution, ont indiqué qu'ils ont été appelés à signer la dite convention sans en connaître les tenants et les aboutissants. Mes chers amis, entre nous, lorsqu'on se réfère au niveau élevé d'éthique et de gouvernance qui ont caractérisé la gestion de mon gouvernement, pouvez-vous imaginer qu'on pouvait appeler un ministre à la primature pour lui présenter un document qui peut être signé sans qu'il en sache le contenu? Pouvez-vous imaginer? Y a-t-il un ministre qui est à mesure de témoigner que dans ce gouvernement que nous avons géré, le ministre n'était pas respecté? Et d'ailleurs, l'occasion faisant le larron, il y a des ministres qui sont ici, dans cette salle de ce gouvernement,
Mais quelle élégance la gestion était administrée. Aucun ministre ne pouvait se sentir. D'abord, il y avait du plaisir à travailler dans ce gouvernement. C'était une équipe. Comment pouvait-on appeler un ministre pour lui présenter un document qui n'ait jamais eu le temps de pouvoir les digérer? C'est pas possible. Et ce sont ces mêmes ministres qui ont désigné des experts pour aller en Afrique du Sud plusieurs mois avant que le contrat ne soit signé. Le même ministre ont désigné des experts pour aller enquêter sur les capacités techniques et financières de cette entreprise et disent que non, on les a appelés, ils ne savaient rien. Mais c'est pas possible. Et parce qu'il faut croire à tout prix à n'importe quoi afin d'atterrir sur la primature, on dit c'est bon. Ce que vous dites, c'est parole de vache. C'est pas possible. Donc, je crois que nous devons être sincères. Ces dossiers a des consonances politiques parce que quand on dit que la conception du parc agro-industriel de Bugangalonzo, c'est une conception intellectuelle d'un individu, c'est faux et archi faux. Le parc agro-industriel n'a pas été inventé par la primature. Le projet de parc agro-industriel, mesdames et messieurs, retenez-le bien, se trouve dans le programme national d'industrialisation d'investissement agricole. Et ce n'est pas fait à la primature, c'est fait au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a élaboré le programme national d'investissement agricole et là-dedans, le ministère de l'Agriculture recommande la mise en œuvre des parcs agro-industriels. Mais le rôle de la primature, c'est d'impulser la mise en œuvre des programmes. Comment peut-on dire que ce programme a été conçu à la primature alors qu'il y a un programme national d'investissement agricole qui le recommande très bien? Et si vous voulez les voir, vous les trouverez dans les documents qui vous seront distribués. Et puis, qui plus est, mesdames et messieurs de la presse, c'est même une recommandation de la SADC. La SADC recommande à ce que le pays de la sous-région mette en œuvre des parcs agro-industriels. Donc, s'il y a une responsabilité intellectuelle, c'est à la SADC. C'est inimaginable. Parce qu'à tout prix, on doit adhérer à la primature. On cherche même des termes assez volumineux, responsabilité intellectuelle. Donc, vous le savez très bien, les parcs agro-industriels ne sont pas nés à la primature. En conclusion, mesdames et messieurs de la presse distinguée, en conclusion, au regard de l'abondance de preuves dont les documents vous seront distribués, le projet agro-industriel de Bugangalonzo reste pertinent et devrait à terme aider la RDC à réduire sensiblement sa dépendance vis-à-vis des produits alimentaires importés. Nous importons aujourd'hui pour près de 2 milliards de dollars américains. Nous importons même des cure-dents, mesdames et messieurs la place. Où nous voulons nous soustraire de cette dépendance financière et nous modernisons l'agriculture, et il n'y a qu'une seule voie de le faire, notamment le parc agricole du responsable du département Afrique de la Banque africaine de développement, qui de passage à Bugangalonzo s'était exclamé de la pertinence de ce projet. Mesdames et messieurs de la presse, l'agriculture, même aux États-Unis, qui est considéré comme les champions du libéralisme économique, l'agriculture est subventionnée. Pourquoi est-ce qu'on subventionne le secteur agricole? C'est parce que c'est un secteur vital pour chaque pays et que c'est un secteur à rentabilité faible. Même en Europe, l'agriculture est subventionnée. Et vous le savez très bien,
c'est depuis l'époque du président Mobutu qu'on chante l'agriculture des priorités. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait l'agriculture priorité des priorités? Je suis parti de la primature. Ça fait 4 ans. Pouvez-vous imaginer qu'un projet dont le secteur réputé être le secteur devra faciliter le développement de la RDC, ce secteur a été abandonné. Enfin, disons, le parc a été abandonné. Personne ne se pose la question. Pourquoi le parc agro-industriel de Congoros a été abandonné? Personne. Des équipements dont parfois une pièce revient à 500 000 $, vandalisés, cannibalisés. Vous n'avez jamais entendu l'inspection générale des finances dire qui a cannibalisé, qui a vandalisé ces équipements. Personne, on en parle. Parce que si on doit atterrir, on atterrira ailleurs. Parce que la cannibalisation de ces équipements, ça a été fait après M. Matata. Comme on ne peut pas parler en dehors de M. Matata, et donc on laisse ces avions épandeurs, ces moissonneuses, ces tracteurs, tout ça, ce n'est pas le problème de l'IGF parce que ça ne concerne pas M. Matata. Mesdames et messieurs de la presse, si, à supposer que l'IGF parle de 80 millions de $, 80 millions de $, ce n'est pas de l'argent. Mais on doit savoir pourquoi est-ce que tous ces équipements ont été dilapidés. Donc, je vous livre ici, mesdames et messieurs de la presse, et là, je prendrai le soin de lire pour que vous compreniez la profondeur de chaque mot. Voilà ce que dit un responsable du département agriculture de la Banque africaine de développement après son passage sur le site. En conclusion, le parc agro-industriel de Kangalonzo est l'incarnation de l'initiative Feed Africa avec tous les high-five intégrés. Avec tous les high-five intégrés. Mesdames et messieurs de la presse, vous êtes plus forts en français et en anglais que moi. Il s'agit d'un investissement très transformateur, capable de faire la RDC un leader dans les chaînes de valeur sur lesquelles la RDC dépense actuellement 1,5 milliard de dollars américains. À l'époque, c'était 1,5 milliard. Aujourd'hui, c'est 2 milliards. Le Premier ministre, à l'époque, Matata, a été particulièrement concerné par le fait que la RDC importe même les œufs. Vous pouvez vous imaginer, nous importons les œufs jusqu'aujourd'hui. Le projet, qui est le premier d'une grande partie des autres, parce qu'il était entendu qu'il y ait plusieurs parcs agro-industriels, aura un impact très positif sur la vie et l'économie de la RDC et sera un bon exemple pour d'autres pays, y compris les Nigeria, à reproduire. Ça, ce n'est pas un Congolais qui le dit. La Banque africaine de développement, qui a été la première à mettre tout son poids dans le soutien à ce programme, sera très appréciée par la RDC. Ce n'est pas seulement un plus pour la RDC, mais aussi une réalisation clé d'une initiative majeure de la stratégie de transformation de l'agriculture africaine. L'OSAN, qui est donc le département qui se charge de l'agriculture à la base, prendra l'initiative d'accélérer l'approbation des ressources par les conseils sur la base de l'option finale convenue avec le gouvernement. Voyez-vous, mesdames et messieurs, lorsqu'un projet comme celui-ci est apprécié non pas par les étrangers, mais par des spécialistes du domaine agricole dans une institution aussi prestigieuse comme la BAD, ici au Congo, on estime que c'est un projet inutile. Vous pensez vraiment, mesdames et messieurs de la presse, que les responsables du département Afrique sont moins compétents pour apprécier la valeur et la pertinence de ce projet que l'IGF? Vous êtes sûr? Je ne voudrais pas que vous répondiez à cette question. Mais moi, M. Matata, encore en fonction, j'ai été sur place à Bougangarouz avec des hauts responsables des institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui ont dit: mais M. Matata, vous savez que ce projet devra être copié
par plusieurs pays africains. Et au moment où je vous parle, nous sommes même consultants pour d'autres pays africains qui ont copié le parc agro-industriel d'Yopougon. Pouvez-vous vous imaginer ça? Deuxième élément de conclusion. La localisation du parc d'Yopougon reste pertinente jusqu'aujourd'hui. Et cela a été validé par les experts. Troisième élément de conclusion. Contrairement aux affirmations sensationnelles de l'IGF, le projet de parc agro-industriel a été bel et bien planifié et a bénéficié des études réalisées par les institutions spécialisées. La primature n'a jamais fait une étude sur le parc agro-industriel de Congo. Donc c'est difficile de dire que la primature a la responsabilité intellectuelle. Toutes les 7 études ont été faites par des grands professionnels. 4 éléments. La fameuse responsabilité intellectuelle du Premier ministre honoraire que je suis n'est pas fondée. Lui, l'inspecteur général des finances, ancien conseiller spécial de Chibala, est en mesure de dire qui est le responsable des bacs de ce projet. Parce que le débat a eu lieu après mon départ de la primature. Quand on parle aussi de la responsabilité indirecte, mesdames et messieurs, cette responsabilité indirecte n'existe pas. Si le ministre des Finances, délégué soit-il, est responsable, il est responsable. Parce qu'on doit absolument citer M. Matata, on doit dire responsabilité indirecte. Mais la responsabilité directe elle-même n'existe pas. Le ministre des Finances est l'un des ministres intègres que j'ai connus dans ce pays. Il s'agit des ministres Kitebou Kibol Vau. Les gré à gré, comme je l'ai dit, étaient aussi justifiés. Le bureau du Premier ministre Matata n'était ni un centre d'engagement, ni un centre de gestion. Et s'il existe un compte secret, je l'ai dit, je vous propose d'inviter l'inspecteur général des finances pour une conférence même de 10 minutes. La seule question que vous lui poserez, donnez-nous le numéro du compte écran dans lequel transitaient les fonds des Christ. Qui était le responsable du compte et qui en étaient les bénéficiaires. Et la conférence peut se terminer. En conclusion, à la lumière des éléments, il est nettement évident que la démarche de l'IGF est plutôt politique et politicienne. L'ensemble de ces accusations et les propos tenus dans ces différentes sorties médiatiques ne cadrent pas avec la vérité des faits et moins encore avec l'état de droit prôné par l'actuel président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Quant à moi, je peux affirmer, c'est peut-être ça que vous voulez entendre, que je n'ai détourné aucun dollar américain de ce projet. Ni de près, ni de loin. Ni directement, ni indirectement. Et j'attends, parce que je n'ai pas encore vu, le meilleur inspecteur des finances ou le meilleur enquêteur, qu'il soit des finances ou privé, pour démontrer les détournements d'1 dollar américain de ce projet par le Premier ministre Matata. Mais en tout cas,